Voilà un jeune homme qui, lui, est choqué d'une réalité. Vous avez tout un hôpital où vous avez besoin que l'électricité fonctionne à 100% en permanence. Et il le signale. Mais enfin, monsieur, madame Adibé, qu'est-ce que vous avez besoin de plus en tant que leader d'un pays pour saluer, j'ai envie de dire même l'initiative citoyenne qui vous signale à vous une situation aussi lamentable, aussi terrible, aussi honteuse, aussi humiliante pour notre pays que le principal hôpital que vous avez dans votre pays, qu'il se passe même 5 minutes de coupure, mais c'est des vies qui sont en danger. Quelqu'un peut être sous alimentation d'oxygène par une machine qui a besoin de l'électricité à tout moment. Hein? Un être humain normal tient combien de secondes sans respirer? Dites-moi. Les respirateurs là aident quelqu'un à respirer, n'est-ce pas? Mais en temps normal, vous et moi, on peut tenir combien de temps sans respirer? La majorité d'entre nous, on ne peut même pas tenir 1 minute. Je dis bien la majorité d'entre nous. Beaucoup d'entre nous avons fait cet essai quand on était petit. OK, on va faire un peu qui va garder la respiration plus longtemps que l'autre. Et on n'arrive pas à atteindre 1 minute. Je dis bien 1 minute. On lâche tout de suite parce qu'on n'est pas capable. Donc, que le groupe de secours ne se soit pas déclenché en 1 heure, enfin en 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 30 minutes. Et dans le cas, j'ai cru voir qu'il y avait même un débat bizarre sur le fait qu'on accuserait le petit d'avoir dit que c'était 30 minutes alors que c'était peut-être 20 minutes. Mais enfin, quelle différence ça fait pour les patients? 5 minutes déjà, vous avez prononcé la sentence de mort de quelqu'un. Vous voyez? Surtout que quand on sait que dans ce pays-là, parce que vous voyez, moi je vous donne là, en tant que candidat déclaré à la présidence de la République, je peux parler librement, je critique en fait mon prochain adversaire politique. Et je peux le faire dans tous les sens possibles, parce que je suis en train de dire qu'il est nul. Il n'est pas capable de gouverner ce pays. J'en ai le droit en tant que candidat déclaré. Demain, je serai au Gabon, on va peut-être m'arrêter pour ça aussi, puisqu'il ne supporte pas la critique. Mais je n'ai pas hésité à le dire, qu'il est incompétent, incapable. Mais moi, si j'étais au pouvoir, d'abord, j'aurais dit merci aux petits jeunes. Je l'aurais encouragé à continuer comme ça. Quand vous remarquez quelque chose, parlez-en. Parce que même moi, là, il y a des choses qu'on me cache en tant que président, mais je veux savoir ce qui se passe. Et je serai le premier à vous protéger, que personne ne peut vous arrêter pour votre opinion au Gabon, surtout quand cette opinion est d'utilité publique, comme dans ce cas-là. Ça a fait du boucan dans les réseaux sociaux parce que c'est choquant. Mais moi, j'aurais salué ce jeune en disant continuez. Pourquoi? Parce que je comprends que vous êtes finalement les meilleurs alliés d'un président. Les réseaux sociaux deviennent en fait cet allié-là. Vous pouvez gouverner avec votre jeunesse en étant simplement sensible à ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, président, j'aurais un bureau là pour dire aux gens écoutez ce que les jeunes disent, que ça soit des rumeurs ou pas, faites-moi un rapport quotidien sur ce qui est dit sur Internet, en bien ou en mal. Voilà le premier signe de quelqu'un qui est capable de gouverner un pays au XXIe siècle, qui est l'époque la plus moderne de l'histoire humaine, finalement. C'est cela, en réalité. Vous avez un bureau là, qui n'est là que pour suivre ces choses-là, pour écouter, contourner les politiques, l'entourage, pour que le chef de l'État ait sur son bureau chaque matin. C'est quoi la rumeur des jeunes sur Facebook? C'est quoi les rumeurs? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Et qu'il ait le courage même d'aller à l'information. Parce que ce jeune faisait acte d'utilité publique en tirant l'alerte sur un domaine qui, finalement, était une question de vie ou de mort. Et j'ai même l'impression, monsieur Onva, que si ce jeune n'avait pas fait ça, on n'aurait pas rétabli l'électricité tout de suite.
Du moins, parce que déjà, on est étonné que le système ne soit pas automatisé. Ce qu'on a cru comprendre, que ce n'est pas automatique. Pour déclencher même les groupes de secours, il faut que quelqu'un se déplace pour aller manipuler, alors que, enfin, vous aussi, ça devrait être automatisé. Hein? Il y a des immeubles au Gabon où les gens qui vivent dans les coupures, là, qui ont des systèmes automatiques. Des immeubles, hein, je dis bien des immeubles de location là, qui existent à Libreville, où les gens ont des systèmes automatisés, la coupure se passe, à moins d'une minute plus tard, l'autre groupe est déjà en marche. Et on va nous dire que l'hôpital général est incapable. Mais voyez-vous aussi, c'est ce qu'on appelle les errements d'une gouvernance amateuriste. Parce que voyez-vous, si moi, en tant que président, je savais que okay, les compagnies qui nous fournissent l'électricité nous punissent parce qu'on n'a pas payé nos factures. Ah, monsieur, admettons déjà que nous soyons au lit. Nous avons déjà constaté que le fait de faire passer l'électricité d'un quartier à l'autre est une punition des compagnies qui nous fournissent l'électricité parce que, bon, ils ne veulent pas nous fournir tout puisqu'on n'a pas payé nos factures. Alors, ils distribuent l'électricité à tout le monde un peu selon ce système de roulement-là. OK. Mais mon cher monsieur, madame Adibé, la première politique que moi, je ferais déjà, je prierais ces compagnies-là en leur disant, écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez en faisant tourner tout ça, mais la seule zone qui doit rester connectée en permanence, c'est la zone où il y a l'hôpital général. Hein, monsieur Mba? Et quoi que vous fassiez, s'il faut même qu'on vous donne un petit milliard ou un 500 millions pour accommoder cette réalité chaque mois, parce qu'on n'a pas l'argent pour vous payer la dette, mais on va quand même tout faire pour vous donner 500 millions ou 1 milliard, juste pour garantir que l'électricité ne soit jamais coupée dans la zone de l'hôpital général. Donc, c'est la seule zone au Gabon où vos affaires de faire circuler les coupures là ne doivent pas intervenir. Vous voyez, monsieur, mais quelqu'un est capable de faire ça parce que c'est une question de vie ou de mort. Et tout fournisseur d'électricité qui ferait ça, ben, ils porteront la responsabilité des morts à l'hôpital général. Oui, on peut couper ailleurs, mais pas là. Et déjà, le problème est résolu. Mais vous enfermez un jeune. Est-ce que c'est lui qui a causé la coupure? Vous semblez faire de ce jeune le responsable, finalement, d'une situation qui est de votre fait. Le jeune n'a fait que rapporter une vérité. Et les Gabonais en ont marre. Nous-mêmes, on est allés au Gabon en août. La première chose que nous avons rencontrée, nous-mêmes, dès notre première journée au Gabon, on a eu une coupure d'électricité. Deuxième journée, au Gabon, coupure d'eau. Moi, Daniel Mengara, pour la première fois de ma vie, je me suis lavé avec une bouteille. Une bouteille. La toute première fois de ma vie, c'est-à-dire, moi, même quand j'étais pauvre au village, monsieur, au moins j'allais au ruisseau. Vous voyez, la nuit, quand j'étais à l'école, on allait au moins puiser l'eau avec un seau là. Voilà. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai une bouteille comme ça. Je me lavais. Parce que là où on habitait, les gens avaient pris le soin de mettre de l'eau dans des bouteilles, juste au cas où. Juste au cas où. Mais ça doit nous frapper. Ça demande quel génie pour solutionner la SEG. Parce que là, le jeune s'attaque à la gouvernance d'Oligui. Vous êtes au pouvoir depuis quoi? 17 mois? Vous qui voulez développer le Gabon en 2 ans, là, vous êtes partout, route, machin. Mais donc, il vous a manqué de l'argent aussi pour solutionner, en fait, j'ai envie de dire, le problème le plus simple, en fait, monsieur. Parce que moi, je vais vous le dire tout de suite. La route, c'est un projet à long terme pour le Gabon. Ce n'était pas une priorité de la transition. Libreville 2, le fameux projet pour lequel ils ont déjà perdu des milliards en consultation, là, ce n'est pas un projet de la transition. C'était un projet pour le long terme. La compagnie aérienne, là, c'était un projet pour le long terme. Les fameux bateaux, parce qu'on nous a parlé des bateaux qui sont arrivés, je ne sais même pas si ces bateaux ont été mis en circulation déjà pour transporter les populations, je ne sais pas, parce que j'ai entendu qu'ils avaient acheté 2 navires
qui allait servir au transport des gens entre peut-être Port-Gentil et Libreville. Je ne sais même pas, parce qu'après, on n'a plus entendu parler de ça. Est-ce que ça circule en ce moment ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui voyagent avec ces bateaux? J'en sais rien. Je veux bien. Mais il y avait des priorités de la transition. La première était politique, avec deux objectifs. Un, réformer le pays dans le sens de la démocratisation, et deux, organiser les élections qui vont avec. C'est tout. C'est ce projet qui aurait dû occuper la transition pour faire bien. Mais on a vu qu'à tous les niveaux, on a triché, on a précipité, on fait voter les gens dans le bâclage. Un référendum bâclé. On a juste voulu qu'ils se tiennent pour aller fabriquer des résultats. C'est tout ce qu'ils ont voulu faire. Tout comme l'élection qui arrive. Ils vont probablement ils l'ont déjà bâclé puisqu'on a vu qu'on aurait dû attendre août. Maintenant, ils l'ont avancé pour avril. Encore une fois, pour bâcler. Les enregistrements sont bâclés. Hier, j'étais à Washington en voiture pour aller m'inscrire dans le fichier électoral. Et qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Il n'y a pas d'engouement. Les Gabonais ne savaient même pas que l'information circulait. C'est comme si le régime était en train de s'organiser pour que l'information ne circule pas. Pourquoi? Parce que eux, ils vont faire que les listes ne soient basées que sur le mot à mot. C'est-à-dire, eux, ils auront fait un échantillonnage des Gabonais qui sont pro-CTRI. C'est eux que par le mot à mot, ils vont informer de là où il faut aller s'inscrire, là où il faut aller mettre les enfants. Vous voyez? Maintenant, le grand public ne sait pas. Par exemple, monsieur, on va pouvoir avoir 2 enfants, 3 enfants qui ont atteint 18 ans, qu'ils voudraient inscrire. Mais n'ayant pas l'information, ils ne savent pas. J'ai découvert, en fait, à ma surprise, qu'en fait, il y avait un système où des équipes se déplaçaient. Ils allaient à New York, ils allaient là, ils allaient là, ils allaient là. Mais personne n'avait cet organigramme-là, cet agenda des endroits où ils seraient. Personne. C'est ce que j'ai découvert. Monsieur Omba est là, il est à Atlanta. Il n'a pas l'information, ça n'a pas circulé dans sa communauté. À Houston, personne ne sait en fait à quelle date il fallait aller à tel endroit pour s'inscrire. Il y a les primo-déclarés, les déclarants là, qui auraient pu aussi s'inscrire, ceux qui ont atteint 18 ans entre la dernière élection et maintenant. Mais les parents ne savaient pas même comment les inscrire. Donc, j'ai l'impression que ce soit en France ou aux États-Unis et partout, ils ont organisé le mot à mot. C'est-à-dire qu'en réalité, on sonde un peu les communautés et on essaie de voir qui est favorable, qui n'est pas favorable. Et c'est comme ça que vous avez vu, hein, ils ont envoyé des équipes, hein, les malfrats habituels, hein, les femmes qu'on connaît là, hein, des États-Unis de France. C'est eux qui circulent là, dans les villes, tout doucement, pour dire, écoutez, appelez tel. Ça fonctionne par le mot à mot. C'est eux qui sont allés s'inscrire, mettre à jour leurs informations. Et tous les autres là qui ne savent même pas s'ils sont sur la liste ou pas, on veut même qu'ils restent à la maison, c'est-à-dire qu'on ne les veut pas. Parce que ce qu'on veut dire, c'est que oui, il y a eu 50 qui ont voté, ouais, c'est facile d'appeler 50, 100 personnes, ouais, et les coordonner. On leur enverrait des voitures pour aller voter eux, alors que tous les autres n'ont pas la même opportunité. Et on dira oui, il y a eu beaucoup d'abstention, mais il n'y a eu que 50 qui ont voté, mais sur les 50, Oligui a obtenu 100%. 50 ont voté pour Oligui. C'est ça qu'ils sont en train de nous préparer.